0,1%. C'est le chiffre exact. C'est minuscule, ouais. C'est ça, c'est vraiment une simple goutte d'eau par rapport aux dizaines de milliards de bactéries qu'on héberge dans notre système digestif. 0,1%. Et pourtant, on va voir aujourd'hui que cette infime minorité tire secrètement les ficelles. Complètement. C'est un peu les marionnettistes de notre système immunitaire. Voilà. Donc la mission de notre exploration du jour, c'est de plonger dans un article scientifique ultra pointu qui s'intitule « Le mycobiome intestinal dans la santé, la maladie et les applications cliniques ». En gros, on met les bactéries sur le banc de touche à l'instant. Ce qui n'arrive pas souvent, hein. Ah non, jamais. On parle toujours du microbiote bactérien. Mais là, on va éclairer ce monde de l'ombre, le mycobiome. Donc, les champignons. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça renverse totalement notre vision classique. Enfin, notre vision bactério-centrée de la biologie humaine. Ouais, on se trompe de cible depuis des années. Un peu, oui. Pour donner une image, c'est comme découvrir qu'un petit conseil d'administration de 5 personnes dirige en sous-main une multinationale gigantesque de plusieurs milliers d'employés. C'est une bonne image, ouais. Parce que ces champignons, malgré leur très faible biomasse, ils orchestrent une physiologie hyper complexe. Ils dictent carrément les règles de notre immunité. Donc le but de notre session, c'est vraiment de comprendre l'origine de ce réseau cryptique, comment il nous garde en bonne santé ou, à l'inverse, nous rend malade, et comment on peut le manipuler. Exactement. Surtout pour inverser des pathologies inflammatoires. D'accord. Décortiquons tout ça. Pour comprendre comment ces microbes influencent notre biologie à un tel niveau, il faut déjà savoir d'où ils viennent. Parce que, à la naissance, c'est pas une page blanche si. Pas du tout. Le développement chronologique détaillé dans l'étude montre que chez les nourrissons, l'intestin est très vite dominé par des désordres pionniers. Des genres de champignons qui s'installent en premier. Voilà, notamment les Saccharomycetales et les Malassezia. Mais la véritable cassure écologique, le gros changement, il se produit un peu plus tard, Vers quel âge à peu près? entre 1 et 2 ans environ. Ah, le moment où on passe à la nourriture solide. C'est exactement ça. C'est la transition du lait maternel vers une alimentation classique. Et là, l'étude met en évidence l'arrivée massive d'une nouvelle espèce, la fameuse Saccharomyces cerevisiae. La levure de boulanger. Oui, tout à fait. Ce qui prouve bien que le paysage fongique de notre intestin, il est directement sculpté par ce qu'on mange, par notre environnement immédiat. Et ensuite, à l'âge adulte, j'ai vu dans l'article qu'on observe une sorte de stabilisation autour de grands genres endémiques. Tout à fait. Des genres comme Candida, Saccharomyces ou encore Cladosporium. Ok. Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans les données, c'est le clivage énorme entre les populations rurales et urbaines. L'étude dit que les citadins ont une surabondance de cette levure de boulanger, mais un effondrement des bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte. Comment on explique ce glissement? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette perte de diversité s'explique simplement par notre détachement de la nature. Le fait de vivre dans le béton, en gros. C'est ça. En milieu urbain, l'alimentation est ultra transformée, bourrée de glucides raffinés, et ça, c'est le carburant idéal pour que des levures opportunistes prolifèrent. Et à l'inverse, on fait comment pour freiner ça? Une alimentation riche en protéines va drastiquement limiter leur expansion. Et puis, il y a le contact avec la terre. Jouer dans la boue, toucher des animaux. Oui, les micro-organismes du sol. Tout ça ensemence notre flore fongique en continu. En ville, on a perdu ça. Résultat, le microbiome urbain ne sait plus dialoguer avec les bonnes bactéries, Et boum, chute de la production des acides gras à chaîne courte. qui sont pourtant vitaux pour calmer l'inflammation de notre muqueuse intestinale. Tu sais, ça me fait penser à une analogie. Si on compare notre intestin à une forêt ancienne, Ah, j'aime bien l'idée, vas-y. les bactéries, ce seraient les arbres et l'herbe, la grande majorité visible. Mais les champignons, eux, ce serait le réseau mycorhizien souterrain et les fougères capricieuses. C'est très visuel. Ils représentent une toute petite fraction de la biomasse, mais c'est ce réseau invisible qui décide chimiquement de quelles espèces vont prospérer. C'est l'analogie parfaite. La bactérie cache le mycobiome, en fait. Donc, si on doit faire un petit résumé de cette première partie, pour ceux qui écoutaient, en gros, notre intestin abrite une sorte de forêt fongique dès nos premiers jours, qui évolue radicalement selon ce qu'on met dans l'assiette et notre lieu de vie. Voilà, et cet équilibre est hyper fragile. Ce qui nous amène à la suite. Que se passe-t-il quand cet équilibre bascule? Quand les champignons deviennent, disons, voyous? C'est ce qu'on appelle la dysbiose fongique. Et c'est là que ça devient vraiment préoccupant sur le plan médical. J'ai vu qu'on parle de maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou le syndrome de l'intestin irritable. Ouais, et le cancer colorectal aussi. À chaque fois, on retrouve un suspect numéro 1 qui prolifère de manière anormale. Candida albicans, j'imagine?
en plein dans le mille. Mais attention, c'est pas juste la faute d'un excès de sucre. Il y a un terrain génétique sous-jacent qui est dingue. Ah oui, l'histoire des détecteurs protéiques. J'ai lu un truc sur Click7A ou Dectine 1. Exactement. Dectine 1, c'est une protéine cruciale. C'est un peu la caméra de sécurité de nos cellules immunitaires innées, comme les macrophages. Ok. Et elle détecte quoi, cette caméra? Elle est programmée pour repérer spécifiquement les bêta-glucanes. Ce sont les composants des murs de la paroi des champignons. Quand elle en voit un, elle déclenche une alarme via une autre protéine appelée Cardinine. Et là, la cellule immunitaire attaque et mange l'intrus. C'est ça, elle le phagocyte et libère des molécules inflammatoires pour contenir l'invasion. Sauf que se passe-t-il si quelqu'un a une mutation génétique sur ce récepteur dectinin? Le système d'alarme est coupé. Le récepteur dectinin devient aveugle. Ah ouais, donc le champignon passe incognito. Totalement. Candida s'installe, s'incruste en profondeur dans la muqueuse et provoque une inflammation chronique à retardement qui devient incontrôlable. Et c'est là que j'ai eu mon moment de choc absolu en lisant l'article. Les effets extra-intestinaux. L'axe intestin-poumon, n'est-ce pas? Mais oui, j'arrivais pas à y croire. Une prolifération dans le ventre qui attaque les poumons, comment c'est possible? Alors, accroche-toi. C'est une histoire de réactivité croisée. Quand Candida prolifère trop dans l'intestin, notre système immunitaire, en panique, crée des lymphocytes T17. Des sortes de soldats d'élite. Oui, des cellules hyper spécialisées pour attaquer spécifiquement les antigènes de Candida. Mais ces cellules, elles restent pas cantonnées à l'intestin. Elles voyagent dans le sang. Elles font des rondes dans tout le corps, quoi. Voilà. Et quand elles arrivent dans les poumons, si on inhale par hasard des spores d'Aspergillus fumigatus, Un champignon ultra commun dans l'air, c'est ça? exactement, là, les cellules T17 se trompent de cible. Elles confondent l'Aspergillus avec le Candida de l'intestin et elles déclenchent une tempête inflammatoire massive. Une crise d'asthme sévère, en fait. Oui, ou des allergies respiratoires. C'est fou. Donc, une allergie pulmonaire pourrait avoir comme origine une bagarre de champignons dans l'intestin. C'est le principe même de cet axe. Et c'est pareil avec le foie, figure-toi, notamment avec la consommation chronique d'alcool. L'alcoolisme rend l'intestin poreux, c'est ça qu'ils expliquent? Oui, la barrière intestinale se fissure. Et les débris de champignons, les fameux bêta-glucanes, fuient dans le sang. Ils traversent le mur. Ils traversent, ils arrivent directement au foie, et là, les macrophages résidents du foie s'activent violemment, ce qui aggrave énormément les hépatites alcooliques. D'accord. Alors, on va résumer cette partie 2 pour être sûr de bien suivre. Quand les champignons s'emballent, que ce soit à cause de nos gènes ou de l'alcool, ils ne font pas que causer des maux de ventre. Ils envoient des cellules immunitaires hyperactives attaquer nos poumons ou laissent fuir des toxines qui vont enflammer notre foie. C'est un véritable effet domino à l'échelle du corps entier, ouais. Ce qui nous amène à la partie 3, la guerre de territoire. Parce que dans cet intestin, les champignons ne sont pas seuls. Il y a une vraie bataille interespèces avec les bactéries. Oh, c'est de la haute stratégie militaire à ce stade. On observe par exemple que Candida albicans modifie son environnement pour manipuler les bactéries. Ouais, j'ai vu cette histoire de privation d'oxygène. Comment il fait ça? En gros, quand Candida est stressé, il a un métabolisme tellement flexible qu'il va aspirer, consommer à toute vitesse le peu d'oxygène qui reste autour de lui. Il crée le vide. Il crée une hypoxie. Et ironiquement, ce manque d'oxygène, c'est exactement ce qu'adorent certaines bactéries très dangereuses, comme Clostridium difficile. Donc le champignon crée un terrain favorable pour qu'une bactérie tueuse s'installe. C'est ça. C'est un ingénieur de l'écosystème. C'est déjà effrayant. Mais alors, le détail de l'article qui m'a scotché, c'est le coup du cheval de Troie. Ah oui, avec Helicobacter pylori? La fameuse bactérie qui donne des ulcères. L'étude dit qu'elle a été retrouvée, cachée à l'intérieur des vacuoles de Candida albicans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais mécaniquement, comment c'est possible? Une vacuole, c'est pas censé être une espèce de poubelle pleine d'acide qui détruit tout ce qui rentre? Normalement, si. C'est un compartiment de dégradation avec un pH très bas. Mais Helicobacter pylori est une reine de la survie. Elle sécrète une enzyme, l'uréase, qui génère de l'ammoniac. Ah, donc elle neutralise l'acide de la vacuole. Exactement. Elle se crée une petite bulle de confort, pique les nutriments du champignon et se met en stase. Elle hiberne dans son bunker. Oui, à l'abri des antibiotiques ou de l'acidité de l'estomac. Et une fois que le danger est passé, elle sort de la cellule fongique et recolonise l'estomac. C'est dingue. Ça change complètement notre façon de voir la médecine. On donne des antibiotiques pour tuer une bactérie,
mais elle se planque dans un champignon qui, lui, ne craint pas l'antibiotique. Et pendant ce temps-là, notre système immunitaire essaye de trier tout ça avec une précision chirurgicale. Les anticorps, les fameuses IgA sécrétoires, ils sont très intelligents. Il ne tire pas sur tout ce qui bouge. Non, ils tolèrent très bien la forme de levure pacifique, bien ronde, de Candida. Mais si Candida essaye de s'étendre, de devenir invasif, il doit changer de forme et créer des ifs, de longs filaments. Des sortes de racines pointues. Voilà. Et c'est spécifiquement cette forme-là que nos anticorps attaquent. Donc, pour faire un résumé rapide de la partie 3, on a des champignons maîtres tacticiens. Ils servent de bunker secret aux mauvaises bactéries, ils modifient l'oxygène de la zone, et notre corps joue les vigiles en ne ciblant que les champignons qui montrent les crocs. C'est exactement ça. Un jeu d'équilibriste permanent. Ok, on a le problème, on a les mécanismes. Passons à la partie 4. Les solutions. Parce que face à un écosystème pareil, les traitements traditionnels, on a l'impression qu'ils font plus de mal que de bien. C'est le gros souci. Les antibiotiques à large spectre détruisent la compétition bactérienne. Ce qui laisse le champ libre aux champignons. Tout à fait. Et les antifongites classiques, ils sont toxiques et créent beaucoup de résistance. Et la greffe de microbiote fécal, on en entend beaucoup parler, c'est pas la solution miracle. C'est très variable. Et l'étude montre que c'est parce qu'on n'a pas pris en compte le mycobiome du donneur. Si le donneur a trop de candidats, la greffe va échouer pour soigner une infection assez difficile. Mais paradoxalement, j'ai lu que ça pouvait aider pour la colite ulcéreuse. Oui, parce que dans ce cas précis, les champignons activent la réparation tissulaire. Tout dépend de la maladie qu'on essaie de soigner. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à ces limites, la médecine du futur se tourne vers quoi? Vers les probiotiques? Oui, les probiotiques de très haute précision. D'abord les probiotiques bactériens. J'ai vu qu'on utilise des lactobacillus ou bifidobacterium. Eux, ils sont utiles parce qu'ils sécrètent des peptides qui empêchent physiquement les filaments des mauvais champignons de s'accrocher à l'intestin. Des boucliers. Mais le grand focus de l'article, ce sont les probiotiques fongiques. Et là, il y a une star. Saccharomyces boulardii. Ah, Boulardie. Très connue et très efficace contre l'inflammation et la fameuse C difficile dont on parlait. Comment elle agit, elle? Elle prend juste la place? Non, elle est très active. Elle sécrète des protéases, des enzymes qui détruisent littéralement les toxines des mauvaises bactéries. Et elle booste aussi la production de nos anticorps IgA. Mais là où l'étude bascule dans la science-fiction, enfin pour moi, c'est cette histoire de levure génétiquement modifiée. Oh oui, ça c'est la biologie synthétique de pointe. Ils ont pris une Saccharomyces cerevisiae et ils l'ont reprogrammée en laboratoire pour qu'elle détecte l'inflammation toute seule. C'est brillant. En fait, quand nos cellules sont abîmées, elles libèrent une molécule, l'ATP. C'est le signal de détresse. Exactement. Et les chercheurs ont équipé la levure d'un capteur pour détecter cet ATP. Dès que la levure repère ce signal, un circuit génétique s'allume en elle. Et elle fait quoi? Elle se met à fabriquer et à sécréter une enzyme qui détruit l'ATP. En gros, elle éteint l'incendie chimique directement à la source, là où l'intestin est enflammé. Des pompiers microscopiques autonomes. C'est incroyable. C'est très prometteur. Mais il faut rester prudent. L'étude souligne un vrai bémol. Ah, il y a un risque. Oui, l'utilisation de probiotiques fongiques vivants, même les bons comme Boulardie, c'est dangereux pour les patients très immunodéprimés. Le champignon pourrait traverser l'intestin s'il est trop fragile. C'est ça. Et causer une fongémie, une grave infection du sang. Donc la prudence est de mise en milieu hospitalier. Et pour les gens normaux, au quotidien, on peut agir via l'alimentation. Oui, bien sûr. L'huile de coco, par exemple, réduit fortement la croissance nocive de candidats. Et consommer des aliments fermentés apporte une belle diversité qui empêche les mauvaises souches de prendre le contrôle. Donc, petit résumé final de l'arsenal thérapeutique, on oublie l'idée de bombarder l'intestin avec des antibiotiques à l'aveugle. Le futur, c'est des probiotiques ultra ciblés, qu'ils soient bactériens ou fongiques, ou même des levures modifiées qui traquent l'inflammation. On passe d'une approche destructrice à une vraie écologie de précision. L'intestin, c'est une communauté hyper complexe où bactéries, champignons et systèmes immunitaires négocient en permanence. C'est la fin du monopole bactérien en médecine. Absolument. Et cela soulève une question importante pour conclure notre session. Vas-y, je t'écoute. Si une infime communauté de champignons peut manipuler nos cellules pour attaquer nos poumons ou fournir des cachettes impénétrables à des bactéries pathogènes, Ouais. quelles autres grandes maladies chroniques ou inflammatoires, qu'on considère aujourd'hui comme de grands mystères médicaux, pourraient en fait n'être que le résultat silencieux d'une guerre de territoire invisible entre quelques levures et bactéries qu'on n'a même pas encore cartographiées? Waouh!
C'est une question vertigineuse, vraiment. Ça donne énormément matière à réflexion. La prochaine fois qu'on imagine notre santé, il va falloir penser à ce réseau souterrain de l'ombre qui contrôle tout en silence. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Mais de rien, c'était passionnant.